La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la Valise diplomatique, l'émission qui décrypte l'actualité internationale sur iRadio et ITV. Merci encore pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir son Excellence Christophe Bigot, ambassadeur de la République française au Sénégal. En réalité, c'est lui qui nous accueille à l'ambassade de France, donc ce bout de France en terre sénégalaise. Monsieur Bigot, merci de nous recevoir chez vous et d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir dans cette valise diplomatique. J'espère que je m'y trouverai à l'aise et confortable et que vous n'allez pas me transvaluter toute la planète. Bien, alors on va parler des nouvelles orientations de la politique africaine de la France, déclinées par le président Emmanuel Macron à Ouagadougou le 28 novembre 2017 devant 800 étudiants burkinabés, avec comme principaux points l'éducation, la sécurité, le financement du développement et les initiatives mémorielles en vue de dépoussiérer les relations franco-africaines. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on vous a annoncé récemment sur le départ. Qu'en est-il ? Il paraît effectivement que... Non, vous savez, je suis très bien ici au Sénégal, je suis très heureux. C'est un grand bonheur toutes ces années ici, non seulement à Dakar, mais sur le fleuve, en Casamance ou à Saint-Louis. Mais la vie diplomatique a ce travers-là, que je regrette profondément, c'est que les ambassadeurs sont appelés à changer. Donc effectivement, je devrais cet été rentrer en France. C'est la pratique normale, c'est le jeu normal que chacun connaît, mais c'est vrai que quitter le Sénégal, cela fait vraiment mal au cœur. Et je crois que j'y laisserai beaucoup d'amis, 1000 souvenirs et des émotions très fortes. On ne peut pas, comme ça, rester indifférent face à un tel pays. Puis moi, j'avais aussi ici des attaches un peu familiales. Mon beau-père, ici, a travaillé, il a donné des cours au lycée Vanvaux, on l'appelait avant. Oui. Lamine Gueye aujourd'hui. C'est Lamine Gueye, oui. Et puis il avait travaillé avec le président Senghor, j'ai encore des photos de lui, où il mettait en place un système de pompes solaires. Vous voyez, c'était dans les années 60, mais c'était très en avance sur son temps. Et aujourd'hui, quand le Sénégal fait, je crois, plus de 20% de sa production énergétique à partir du soleil, ben, c'est formidable. Je me dis, voilà, c'est un beau parcours. Il était avant-gardiste. Mais donc j'ai baigné dans cette atmosphère sénégalaise avec ses souvenirs de Saint-Louis et de Dakar. Voilà, depuis les 26 ans que je connais la famille de mon épouse. Donc vous êtes sur le départ, parce que je me suis laissé dire que l'espérance de vie d'un ambassadeur ne dure pas plus de 3 ans. Voilà, je crois que vous êtes bien informé, je n'en doute pas, quand vous animez une émission type La Valise diplomatique. Très bien. Alors, lors de ce fameux discours de Ouagadougou, dans lequel le président Emmanuel Macron a décliné une sorte de feuille de route de sa politique africaine, il a été beaucoup question de l'éducation. Or, quelques mois plus tard, on a constaté une décision prise par le gouvernement français d'augmenter les frais d'inscription dans les universités françaises pour les étudiants non communautaires. Pourtant, il ne l'a pas annoncé à Ouagadougou. Alors, vous savez ce qu'il a fait comme quelques mois plus tard? Il est venu ici, à Dakar. Parce que le discours de Ouagadougou, c'est, je crois, novembre 2017, sauf erreur. Il est venu ici en février 2018. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis 300 millions d'euros, 200 milliards de francs CFA, 300 millions d'euros pour l'éducation. Et il a mis en place une grosse contribution et un grand soutien à ce sommet organisé par le président Macky Sall, ce qu'on appelle le Partenariat mondial pour l'éducation. Oui. Donc ça, c'est un geste très concret et c'est sur l'éducation primaire et secondaire. Et ça se décline de manière très concrète. Par exemple, ici, l'Agence française de développement, qui est l'outil des autorités françaises, finance la construction de lycées et de collèges à Dakar, dans le Grand Dakar, à Pikine, Guédaouar et Tiaroy, mais aussi en Casamance. En Casamance, on transforme les abris provisoires en collèges en dur. Et on sait que ça change complètement la vie des gens. Pour vous donner un autre exemple, l'Agence française de développement finance des écoles d'enseignement agricoles à Richard Toll et à Bignona, ou des centres de formation professionnelle sur le port
ou à Diamniadio. Donc ça, c'est des actions très concrètes et qu'on va continuer à développer et à renforcer. Et ici, nous avons lancé une formidable idée, et qui est en marche, si j'ose dire, puisque le ministre de l'enseignement supérieur sénégalais, le ministre de l'enseignement supérieur français, ensemble, ont mis en place ce qui avait été convenu en février 2018, donc avec un délai de quoi 15 mois, le mode fast-track. Ils ont mis en place le campus franco-sénégalais. C'est-à-dire que, là, à la rentrée prochaine, en octobre, les étudiants sénégalais vont pouvoir disposer de formations de très grande qualité offertes par des écoles, des universités françaises qui vont venir ici, en proximité, parce que pour un étudiant, il n'a pas forcément envie de partir à l'étranger juste après le bac. Il a peut-être envie de rester en proximité de sa famille, dans un environnement qu'il connaît bien. Donc ça, c'est une très belle opération. Et donc les débuts, c'est octobre, et on l'a lancé au mois de juin. Très bel événement. Alors, votre question, elle portait évidemment sur les frais d'inscription dans les universités françaises. Alors d'abord, effectivement, il a été décidé, pour améliorer la qualité de l'accueil des étudiants étrangers en France, d'augmenter très fortement, c'est vrai, ces frais d'inscription. Très fortement, mais ces frais d'inscription restent quand même seulement le tiers du coût réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette augmentation, eh bien, c'est toujours quand même la France qui paye les deux tiers des études. Oui, mais ce n'est pas à la portée des étudiants africains. Pour l'instant, la France paye les deux tiers des études de tout étudiant, qu'ils soient africains, américains, asiatiques, autres. Ce n'est absolument pas spécifique, évidemment, aux Africains. Alors maintenant, je connais le salaire annuel moyen au Sénégal. Et je vois bien, évidemment, la différence entre ce salaire annuel moyen et le prix d'inscription dans ces universités. Mais je note aussi que le prix d'inscription dans ces universités est à peu près le même que le prix d'inscription dans les universités privées ici au Sénégal. Si vous allez à IAM, à ISM, à Subdeco, à BEM, les prix sont même un peu supérieurs, pour être tout à fait précis. Donc en réalité, vous pensez que sur l'année, on paye à peu près la même chose, ici et là-bas. C'est ça. Ce que je dis, c'est que si on compare les frais d'inscription, ces frais d'inscription sont à peu près dans le même ordre de grandeur. Mais je sais bien que ça ne répond pas totalement à la question. C'est pour cela qu'on a mis en place des dispositifs particuliers. Vous avez peut-être vu que la plupart des universités françaises ont décidé de ne pas appliquer cette mesure cette année. Oui. Voilà. Il y a des réticences. Non, mais elles ne l'ont pas appliqué. Elles l'ont pas appliqué. Voilà. Leur conseil Parce qu'il y a des dispositifs d'exonération, des systèmes de bourse, etc. C'est une latitude qui leur a été laissée. Elles pouvaient augmenter ou ne pas augmenter. Elles ont décidé de ne pas augmenter. Voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour les universités qui ont décidé d'augmenter, le service culturel de l'ambassade, à ma demande, pour cette année, a décidé d'apporter une exonération. Donc, tous ceux qui ont demandé cette exonération, qui allaient dans des universités où il n'y avait pas d'exonération, tous ceux-là l'ont obtenu. Ce qui veut dire qu'en fait, très clairement, tous les étudiants sénégalais qui vont en France cette année, aucun d'entre eux ne va assumer cette hausse des frais d'inscription. Ça, je pense que c'est une mesure assez simple et qui est normale puisqu'on est encore dans une phase de transition. Il y a l'autre mesure aussi qui a été décidée par le gouvernement français, c'est de dire si un étudiant sénégalais ou africain, ou asiatique, ou américain, ça n'a rien de spécifique. Les non-communautaires, en tout cas. Voilà. S'il est en France, dans une université, il continuera à payer les mêmes frais d'inscription que précédemment. Oui. Cette situation ne changera pas. Ça, je crois que c'est aussi très important. Oui. Voilà. Alors, maintenant, je pense que si on réfléchit sur la longue durée, il faut évidemment renforcer les capacités d'enseignement supérieur ici au Sénégal. C'est l'idée du campus franco-sénégalais. Il faut avoir un système de bourse efficace. Et puis, troisième système, il faut évidemment aussi penser en termes de prêts étudiants. Je pense que ce serait intéressant, je l'ai dit ici à l'Agence française de développement, je l'ai dit aussi à Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale pour l'ensemble de la planète, qu'il serait intéressant d'envisager des systèmes de prêts étudiants qui permettent
donc aux étudiants de rembourser leurs études, non pas pendant leurs études, ni même à la sortie de leurs études, mais au bout de quelques années. Voilà, pour faire en sorte que ce système fonctionne mieux. Donc en réalité, le discours de Ouagadougou sur l'éducation veut qu'on développe les capacités en termes d'enseignement supérieur et de recherche sur l'Afrique. Donc dans le même temps, on augmente les frais d'inscription. Ça n'a pas été annoncé donc, dans le discours de Ouagadougou. Est-ce que c'est une volonté de la France de donner un coup de frein à l'immigration estudiantine? Alors pas du tout. Je vais vous donner Parce que c'est comme ça que c'est perçu en fait. Je vais vous donner pourquoi ça n'a pas été annoncé à Ouagadougou. D'abord parce que ça n'a pas été décidé à l'époque, et puis parce que ça n'a rien de spécifique à l'Afrique. Rien de spécifique. C'est worldwide, comme on dit en anglais. Oui. Mais concrètement, comme je vous dis, d'ailleurs j'ai pris le cas du Sénégal, pour vous dire que finalement, cette année, aucun étudiant ne va devoir payer cette hausse. C'est quand même quelque chose de très concret. C'est une annonce importante. Et j'ajouterais autre chose. Quand je suis arrivé ici, il y avait, je crois, à peu près, je dirais, 2500 étudiants sénégalais qui partaient en France. 2500. Oui. La dernière fois que j'ai regardé les chiffres, il y avait à peu près 4300 étudiants sénégalais qui partaient en France. On est passé de 2500 à 4300. Ce qui est une hausse qui est sensible. Ce n'est pas 10%, ce n'est pas 20%, ce n'est pas 50%, c'est plus. Donc c'est une hausse très forte, ce qui montre bien que non seulement on ne freine pas, mais au contraire, on veut accueillir de plus en plus d'étudiants sénégalais. Et pourquoi? Parce que ces étudiants sénégalais, eh bien, ils vont ensuite revenir au Sénégal. Oui. Ils vont être, après avoir acquis cette formation, ce seront les ponts, les passerelles de la relation entre la France et le Sénégal. Ce seront eux aussi qui auront cette ouverture vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la France. C'est essentiel. Et puis je dirais que pour ce qui est des universités françaises, pour ce qui est de la France elle-même, c'est très important d'accueillir des étudiants africains, parce que c'est aussi une forme de richesse culturelle, d'ouverture sur le monde. Voilà, on ne peut pas avoir des études uniquement avec des Français ou des Chinois ou des Américains. Oui. C'est essentiel d'avoir aussi des étudiants africains qui vont apporter leur propre regard. D'autant que le président Macron pense que l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Mais je pense que tout le monde le pense. Le président l'a dit, mais c'est la logique. Regardez la démographie, regardez les taux de croissance, regardez les besoins. C'est une évidence. Donc l'Afrique est à la fois le berceau de l'humanité, ça tout le monde le sait, depuis les découvertes qui ont été faites, mais c'est aussi évidemment... mais l'avenir, ça donnerait l'impression que c'est lointain. Oui. Mais c'est aujourd'hui une réalité, c'est maintenant, voilà. Comment on dit, c'est Jotna, c'est ça, c'est maintenant? Jotna, oui. Voilà, Jotna. Alors, il y a un point dans ce discours... Il faut encore que je progresse en Wolof, mais oui, c'est un peu tard. C'est un peu tard, oui. C'est sur l'aide publique au développement. Oui. Alors, sous la présidence François Hollande, l'aide était en train de baisser. Sous Emmanuel Macron, on constate qu'il y a une hausse. Alors qu'en Afrique, il y a une certaine élite, voire même des chefs d'État, notamment le président du Ghana, qui estime que l'aide n'est pas le meilleur moyen de régler les problèmes du continent. Pourquoi alors le président Emmanuel Macron décide d'augmenter l'aide publique au développement? Mais le président du Ghana a raison. Bien sûr que l'aide au développement ne peut pas être le seul outil pour le développement. Mais ça, tout le monde le dit, et nous aussi. Il faut plusieurs outils. Il faut faire en sorte que les investissements des entreprises puissent être facilités, parce que quand une entreprise investit, elle apporte du capital, elle apporte de l'expertise, elle apporte des technologies. Donc ça, c'est très important. Et pour favoriser les investissements, il faut avoir évidemment un environnement des affaires, comme on dit, qui soit accueillant. Donc ça, c'est très important, les investissements. Ensuite, on sait très bien que maintenant, et ça c'est formidable, que quand on est un pays sérieux, fiable, prospère, sûr, eh bien on a un accès au marché international des capitaux. Le Sénégal a obtenu, puisqu'il vérifie tous ces critères de fiabilité, de sérieux, de croissance, eh bien il a obtenu des taux extrêmement intéressants sur de longues durées. Donc bien sûr, l'accès au marché aux capitaux, les investissements directs, tout ça est vrai. Mais il n'empêche que pour construire, je ne sais pas, par exemple un château d'eau, que pour construire une école, que pour construire un pont, que tout ne peut pas être laissé au secteur privé.
clairement, c'est le rôle de l'État de mettre en œuvre ces infrastructures. Et sur ce type de projet, l'aide au développement permet quoi? Elle permet tout simplement d'avoir des prêts sur la très longue durée, des prêts qui sont à 20 ans ou à 25 ans, avec des taux très, 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 très faibles, voire aussi d'avoir des dons. Prenez, par exemple, un exemple récent. J'ai signé, avec le ministre Hott, un accord pour 72 millions d'euros. Je dirais que 72 millions d'euros, ça doit être à peu près un peu moins de 49 milliards de francs CFA. Bon, cet accord, ça va permettre quoi? Ça va permettre de moderniser l'éducation, d'apporter des formations. Et on le fait non pas simplement la France seule, c'est la France, le partenariat mondial pour l'éducation et l'AFD. Typiquement, dans notre situation, on est dans l'aide publique au développement et elle a tout à fait vocation à exister. Voilà, donc je crois qu'il faut, faut pas opposer l'aide versus les prêts privés versus l'investissement. Il faut ni au phare, comme on dit, tous ensemble et dans la même direction. Le problème, c'est sur l'esprit. Est-ce que vraiment, 40, 50 ans après les indépendances, la France a vocation à fournir une aide pour construire des puits et des forages? Ça n'a pas de sens. Ça ne marche pas. C'est pas mon sentiment. Vous voyez, quand je vais dans le Fouta, je regarde ce qui est fait. Quand je suis accueilli par les villages, et quand on a pu monter un système assez simple, qui marche très bien, avec la diaspora sénégalaise, des Mureaux, une ville dont je suis originaire, ou la diaspora sénégalaise de Mantes-la-Jolie ou de Poissy, et qu'avec l'aide de l'État sénégalais, pas Biramatiam, l'aide de l'État français, ensemble, eh bien, on aura construit, oui, ça peut être un château d'eau, ça peut être une case de santé, ça peut être une école, ça peut être une piste de production. Je vous assure que ça fait la différence. Donc, je dirais, il faut à la fois avoir une démarche micro, avec les ONG, avec les vrais besoins, avoir des projets qu'on peut faire très rapidement, hein, sur un an et demi, 2 ans. Et puis, il faut aussi être en mesure de faire des projets de très grande taille. Par exemple, il y a cette idée d'avoir un barrage sur le fleuve Gambie à la frontière avec la Guinée. Oui. Typiquement, c'est un projet à l'échelle de plusieurs États. Et là, c'est très important de pouvoir obtenir des financements très concessionnels, comme on dit, des financements avec des coûts très faibles. Et dans ces 2 cas, vous voyez, le petit projet à l'échelle du village, comme le grand projet à l'échelle de plusieurs États, l'OMVG, comme on dit, Organisation de maîtrise et de valorisation du fleuve Gambie, eh bien, je pense que l'aide publique au développement est importante parce qu'il n'y aura pas d'investisseur privé qui voudra faire ce travail. Et après, cette aide, elle n'est pas, c'est pas, la France n'en a évidemment pas le monopole. Vous avez ici cette chance, puisque comme vous êtes un pays sûr, vous êtes un pays qui attire les investisseurs, il attire aussi les prêteurs. Et donc, vous avez la chance de pouvoir obtenir des prêts de la Chine, de la Turquie, des États-Unis et de l'Union européenne. Vous avez beaucoup de partenaires. Et regardez, on a fait cette conférence. Enfin, le Sénégal, avec la Banque mondiale, vous avez fait cette conférence, c'était en décembre dernier. C'était pour financer le plan Sénégal émergent phase 2. Oui. Vous avez obtenu des sommes records. C'était pas il y a 10 ans, c'était il y a quelques mois. Oui, c'est un endettement. C'est soit sous la forme de dons, oui. Ça il n'y a pas du tout d'endettement, soit sous la forme d'endettement. Et quand vous êtes endetté à 1%, vous êtes très en dessous du taux du marché, surtout si c'est 1% sur 20 ans. Donc ça vous permet d'agir sur la durée, de financer vos infrastructures. Et je suis très heureux que la France, dans ce cadre-là, puisqu'on en parle, ait pu apporter 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros, c'est 3 fois la somme qu'on avait promise lors de la dernière réunion qui remontait à 2014. Donc c'est un effort considérable. Si on prend d'ailleurs sur les 10 dernières années, je crois que l'Agence française de développement, qui est notre instrument, a dû apporter 1,6 milliard d'euros. Oui. Bon, je sais, je ne veux pas vous donner tous les chiffres, mais c'est des réalités. On n'est pas encore dans les objectifs fixés par Emmanuel Macron, qui sont de l'ordre de 0,5 du PIB. 0,55. 0,55, mais ça, on est à 0,43 en ce moment. Cet objectif-là, 0,55, il l'a fixé pour 2022. Mais il y a déjà des choses très concrètes qui ont été lancées. Prenez par exemple l'aide aux petites et aux moyennes entreprises. Donc Bruno Le Maire, le ministre des Finances, est venu ici, voilà, fin mars,
pour lancer ce programme. 2,5 milliards d'euros. Je crois que c'est quand même important pour soutenir tout le tissu des petites et moyennes entreprises. Parce qu'on sait ici que, voilà, il y a des très grandes entreprises. Et il y a plein de petites entreprises. Mais ces petites entreprises, en général, elles sont assez informelles, pas forcément très structurées. Donc l'accès au financement. Pas forcément accès au réseau bancaire. Oui. Elles n'ont pas forcément de comptabilité. Voilà, donc il faut pouvoir les soutenir parce que c'est votre richesse. C'est aussi elles qui vont apporter de l'emploi et qui vont vous permettre aussi de vendre sur les marchés internationaux. Alors, le président Emmanuel Macron, dans ce discours de Ouagadougou aussi, a mis en place a pris un certain nombre de décisions allant dans le sens de dépoussiérer un tout petit peu les relations franco-africaines, notamment sur le plan de la mémoire, avec la restitution des biens culturels, la mise en place d'un conseil présidentiel pour l'Afrique. Absolument. La déclassification, en tout cas les commissions d'enquête sur le Burkina Faso et le Rwanda. Est-ce que pour autant, selon vous, dans les indices que vous avez, la perception de la France en Afrique est en train de changer ? Je crois que oui. La réponse est simple. La réponse est oui. Après, ces changements ne peuvent pas se faire comme ça en claquant des doigts. C'est des choses qui se font sur la durée. Elles se font parce qu'il y a ces mesures que vous venez de décrire très, très justement. Il y a aussi parce que les entreprises françaises viennent investir en Afrique, alors qu'il y avait eu une période où il y avait une forme de retrait. Elle voit aussi ces jeunes volontaires français qui débarquent, qui veulent mieux comprendre l'Afrique. Il y a ces ONG, ces associations, il y a ces universités. Donc c'est un mouvement collectif. Ce n'est pas l'État français d'un côté, et c'est un mouvement général. Donc ça, elle le voit. Et prenez par exemple les milieux culturels. Jeudi, c'est-à-dire demain, le président français va annoncer le programme de ce qu'on appelle la saison africaine en France, Afrique 2020. Oui. Bon, c'est le commissaire de cette exposition. Gonefal. C'est une compatriote sénégalaise que vous connaissez bien, donc grand talent. Et pendant 6 mois, de juin à décembre 2020, eh bien, il y aura des expositions, des événements, de la danse, du théâtre, de l'art numérique, de l'architecture, pour réinventer la manière dont on voit l'Afrique. Et donc ça, vous voyez, c'est un truc qui est très important. C'est aussi parce que pour changer le regard des Africains sur la France, oui, il faut aussi changer le regard des Français sur l'Afrique. Oui, il faut jouer des deux côtés. Le problème de cet agenda, c'est qu'il est très culturel. Non, je vous donnais cet exemple. Oui, il est très culturel et festif, et l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que tout ça finisse à travers des manifestations folkloriques, et qu'on reste juste sur les danses, les masques, et puis on passe à autre chose. Alors, moi, vous savez, il faut une dimension économique un peu plus marquée, une dimension politique. On va parler de politique et d'économie. Moi, je prenais la culture comme exemple. Et je n'ai jamais pensé que la culture, c'était folklorique. Je pense qu'au contraire, c'est essentiel, puisque ce sont les valeurs, c'est l'identité, c'est l'histoire. Et c'est comme ça aussi qu'on se définit ensemble. Oui. Je pense que si vous avez ici ouvert ce très beau projet de musée des civilisations noires, si le président Senghor a tant insisté sur la culture, c'est parce que justement cette culture, elle est constitutive du peuple sénégalais. Et donc, nous, par exemple, on était très heureux de contribuer à ce musée des civilisations noires par un certain nombre d'œuvres qui venaient soit du musée du Quai Branly, soit du musée du Havre, soit du musée des armées, en l'occurrence le sable d'Omar El Hadj. Donc ça, je pense que c'est important. Maintenant, bien sûr, la culture, c'est un élément essentiel. On va aussi, par exemple, essayer de monter une cité du cinéma. On va aider, en tout cas. J'étais avec Omar Sy, l'acteur français, il n'y a pas très longtemps, et on a parlé de ce très beau projet. J'en ai parlé aussi avec Alain Gomis et avec le ministre de la Culture sénégalais. Monter, en tout cas, appuyer une cité du cinéma. Je pense que c'est important. Le cinéma sénégalais a raflé beaucoup de médailles au FESPACO en 2017. J'y étais. Et j'ai pu voir le succès de ce cinéma. Donc, la culture, c'est important. La culture, c'est important pour l'identité, mais c'est aussi important pour votre économie. Si vous pouvez avoir une place dans le marché mondial de l'audiovisuel, franchement, vous aurez des emplois et vous aurez des investissements. Maintenant, bien sûr, tout ne se réduit pas à la culture. Donc, l'économie, je parlais de Choose Africa, c'est ce programme de soutien aux PME. J'aurais pu parler de l'Afrique numérique, ce qu'on appelle Digital Africa.
Le président Macky Sall était au salon Vivatech, le salon du numérique. Oui. C'est la première fois que le Sénégal était à ce salon, qui est le grand salon. Il y a deux grands salons, ce salon à Paris et l'autre salon à Las Vegas. Donc le Sénégal était présent, c'est important. Nous avons décidé d'apporter, je crois que c'est 70 à 75 millions d'euros pour aider les startups. Parce que nous pensons, par exemple, ici à Dakar, je l'ai vu avec le CETI, je l'ai vu avec beaucoup d'autres, eh bien, il y a un vivier de jeunes, plein d'énergie, plein de promesses, plein de projets. Et ce qui manque souvent, c'est le financement. Il y a l'incubation, il y a la phase ensuite dans la réussite, mais entre l'incubation et la réussite, eh bien, il manque du financement. Voilà pourquoi on importe ces outils. Donc, là, c'est simplement pour vous donner quelques exemples sur le volet économique. J'en donnerai un troisième peut-être, le volet ville durable. Ville durable, ce n'est pas un mot comme ça qui ne voudrait rien dire. On parle de transport, on parle d'énergie, choses très concrètes. Mais les villes durables, le problème, c'est la population qui va doubler en 2050. Oui. Et comment on gère, comment la France peut intervenir pour que les modes de consommation, les modes de vie puissent s'adapter au déficit d'eau, alimentaire, ainsi de suite. C'est ça la vraie question. En Afrique, c'est comme ça que ça se pose. Vous avez absolument raison. Je dirais d'ailleurs, ce n'est pas simplement une question d'eau, c'est aussi une question d'éducation. Cette très forte urbanisation, je crois qu'il y a une multiplication par 100, je crois, du nombre d'Africains vivant dans des villes en l'espace d'un siècle. C'est considérable, c'est un défi énorme. Et clairement, ce défi, il revient aux États africains de le gérer. Nous, ce qu'on peut faire, c'est apporter des financements, apporter des expertises, apporter des investissements si c'est souhaité. Donc, pour ce qui est de la vie durable, c'est la thématique même du sommet Afrique-France en 2020. Voilà, que le président de la République va décrire demain dans un plus grand degré de détail. Et nous, à Dakar, eh bien, ici, évidemment, il y a Niadio, qui est l'incarnation même de ce qu'on voudrait être justement ces villes nouvelles. Eh bien, dans ce cadre-là, nous avons mis en place un petit réseau d'entreprises sénégalaises et françaises. Nous l'avons lancé il y a quelques semaines pour justement à la fois apporter des idées, apporter des solutions. Parce que les problèmes, on les connaît à peu près. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver des solutions. Et surtout les financements. Parce que... les financements. Mais les financements, je dirais, je ne suis pas trop inquiet sur les financements. Si vous trouvez les bonnes solutions, parce que l'avantage pour les solutions des solutions, c'est qu'on a les expériences passées. Je ne dis pas de l'Afrique, sur l'ensemble de la planète. Donc on peut imaginer des choses plus intelligentes, on n'est pas obligé de refaire les mêmes erreurs. Et donc c'est pour ça que ce sommet Afrique-France va être aussi le sommet des solutions. Et donc on est très heureux aussi que beaucoup d'entrepreneurs, de start-up, d'universitaires, d'experts viennent pour apporter aussi leurs solutions. Alors, sur le financement, on a parlé du sommet Afrique-France, les villes durables, etc. Je voudrais revenir un court instant sur le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Oui. Alors, il est composé de membres d'origine africaine, ou des Africains, qui font des notes et qui donnent des analyses au président Emmanuel Macron. Ils ne viennent pas un peu en concurrence avec le dispositif diplomatique français classique ? Non, je pense que certains le craignaient à un moment. Ce n'est pas le cas. Ils viennent avec leurs idées. Ils viennent, je dirais, bousculer un petit peu les idées reçues, les perceptions. Eux, ils ont leur parcours personnel. Ils sont à l'écoute de l'Afrique. Et donc, ils sont là pour apporter au président des idées, des propositions. Voilà, je pense que c'est important quand on est président de la République d'avoir, je dirais, plusieurs accès, plusieurs canaux d'information. Mais ça part d'une analyse de la situation qui, normalement, relève des ambassadeurs. Et ils peuvent avoir, eux, une analyse qui n'est pas forcément celle qu'un ambassadeur comme vous peut avoir. Bien sûr. Une lecture de la situation qui n'est pas... Bien sûr. Mais heureusement, d'ailleurs. Heureusement qu'il y a ce débat et cette discussion. Et heureusement que je n'ai pas le monopole d'une quelconque analyse ou d'une quelconque proposition. Moi, je trouve que je connais certains des membres de ce Conseil présidentiel pour l'Afrique, au moins 3 d'entre eux, et donc c'est un plaisir de discuter avec eux et d'échanger, et on n'est pas toujours d'accord, mais heureusement, parce que si on était d'accord, si on faisait les mêmes propositions et les mêmes analyses, il n'y aurait pas besoin d'un Conseil présidentiel pour l'Afrique. Ce Conseil présidentiel est là, au contraire, pour apporter d'autres idées, d'autres réflexions,
au-delà des, vous voyez, je dirais, des idées reçues, au-delà des sentiers déjà battus, pour faire des propositions. Et je veux dire, dans un continent dont la France est si proche, dans un continent où la croissance est si forte, voilà, on a besoin, je dirais, d'avoir beaucoup de réflexions et beaucoup de suggestions. Oui, mais on ne peut pas être dans la routine. Est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous comprenez l'hostilité vis-à-vis d'une certaine partie de l'opinion africaine vis-à-vis de la France sur un tas de questions, sur les investissements, sur l'économie, sur les affaires politiques, etc. Il y a toujours des gens qui pensent que la France est au cœur de tout, c'est elle qui manipule, qui tire les ficelles. Est-ce que vous comprenez? Même ici au Sénégal, on a un mouvement qui s'appelle France Dégage. Donc c'est pour vous dire un peu l'état d'esprit qui prévaut chez certains de nos compatriotes ici. Oui, je ne pense pas, honnêtement, que cette opinion soit l'opinion la plus répandue. Je ne pense pas que ces mouvements aient un écho extrêmement large. En tout cas, ma perception, et en allant dans tous les villages du pays, dans tous les départements du pays, dans tous les quartiers de Dakar, je ne sais pas ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai pu voir sur certains murs, bien sûr. Mais je ne pense pas que ce soit le reflet de l'opinion générale. Alors après, nous sommes dans une démocratie ici au Sénégal, comme en France, chacun est libre de s'exprimer. Quand je regarde les chiffres, les réalités d'aujourd'hui, et non pas celles de 1960, ce que je constate, c'est que, si on prend par exemple les entreprises françaises, elles sont très largement sénégalaises. C'est-à-dire qu'elles payent des impôts au Sénégal, elles emploient souvent 95% ou 98% de Sénégalais. C'est pour ça que ça fait à peu près 20 000 emplois, je crois, je disais. Je parle des emplois directs, je ne parle pas des emplois indirects, je ne parle pas des familles, etc. Et elles respectent aussi, je dirais, les règles, comme on dit, sociales et environnementales. Et puis, le problème, c'est l'influence française qui est capable, parfois, sur certains marchés, de s'organiser pour avoir ces marchés-là. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas les impôts, les emplois. Tout ça, c'est bien, je ne dis pas le contraire. Mais cette capacité, souvent qu'on prête aux ambassadeurs ou aux ministres français, de pouvoir tirer des ficelles pour que des entreprises françaises gagnent des marchés. C'est ça qui est au cœur peut-être du problème. Mais ça, honnêtement, je crois que si cela n'a jamais existé, c'est un temps qui est révolu depuis fort longtemps. On parle d'un monde vraiment qui est... On prête à l'ambassadeur de France des pouvoirs... Oui, mais c'est très aimable de me prêter ces pouvoirs, mais ces pouvoirs, vous voyez, ne s'appuient sur aucune matérialité, aucune réalité. Si c'était le cas, les chiffres seraient différents. Je pense au passage que ce n'est pas quand même indifférent du fait que ces entreprises-là investissent au Sénégal. Parce que tout à l'heure, on parlait de la différence entre l'aide publique au développement et les investissements. Eh bien, moi, je suis très heureux que les entreprises françaises investissent au Sénégal. Vous savez peut-être pas, mais le Sénégal est devenu la première destination des investisseurs français en Afrique de l'Ouest. La première. Et pourtant, il y a beaucoup de marchés très intéressants. Ça veut dire aussi que ces entreprises françaises estiment qu'ici, il y a un climat de confiance, il y a une qualité de l'environnement des affaires qui justifie ces investissements. Mais sinon, si ce que vous disiez à propos de l'ambassadeur de France était exact, les chiffres seraient différents. Nos amis chinois représentaient, je dirais, à peu près 3% du marché sénégalais il y a, mettons, 10 ans. Ils en représentent aujourd'hui à peu près 12%, donc leur chiffre a été multiplié par 4. Tant mieux, ça veut dire que le Sénégal est ouvert sur le monde. S'agissant des entreprises françaises, sur 15 ans, on a dû passer de 25% à 15% de part de marché. Ça, ce sont des chiffres, c'est des réalités. Ce sont les chiffres donnés par les autorités sénégalaises. Donc, vous voyez, la réalité, c'est que le Sénégal est ouvert sur le monde et qu'aujourd'hui, la principale banque du pays, elle est marocaine. Oui. Les mines d'or sont possédées par des sociétés canadiennes et anglaises. La société phosphate est possédée par une société indienne et indonésienne. Ça, c'est la réalité. Et ceux qui exploitent le pétrole et le gaz, c'est une société qui s'appelle British Petroleum pour le gaz et Woodside pour le pétrole, qui n'ont rien de français. Et Total qui est encore en train de chercher. Et Total, oui, je sens une petite ironie, est toujours en train de chercher. Enfin, il vient de commencer, pour être tout à fait honnête. Oui. Donc, et lui, il cherche, alors que les autres exploitent. Donc, vous voyez, je vous ai donné quelques noms d'entreprises. Oui. La réalité, c'est que le Sénégal, parce que c'est un pays qui est stable, un pays démocratique, attire beaucoup d'investisseurs, mais que si vous regardez le paysage général,
eh bien, vous avez des pays qui viennent de tous horizons, qui commencent à s'intéresser au Sénégal. Et moi, je m'en réjouis parce que c'est aussi le moteur de votre croissance. Vous en avez besoin. Oui. Alors, en Afrique de l'Ouest, on a décidé il y a quelques jours de passer à une monnaie commune à l'horizon 2020, une monnaie qui va s'appeler ECO. Si ce projet se réalise, c'est la fin du franc CFA. Bon, ce n'est pas encore le cas parce qu'il y a des réticences et une rencontre est prévue le 12 juillet à Abidjan avec les chefs d'État de l'UEMOA pour prendre une décision. Est-ce que vous êtes préoccupé pour l'avenir monétaire des pays francophones? Pas du tout, vraiment pas du tout. Comme je le dis toujours, le franc CFA, c'est une monnaie africaine. Et française aussi. Non, pas française. Un tout petit peu quand même. Non. Au vu en tout cas des relations, de l'histoire et... Elle a été effectivement... Et des statuts de la Banque centrale. Aujourd'hui, quand on regarde la réalité, la France n'a de droit de veto sur rien sur cette monnaie. Elle est minoritaire dans toutes les instances où on parle du franc CFA. Et s'agissant par exemple des réserves qui permettent la convertibilité et la stabilité de la valeur du franc CFA, ces réserves sont rémunérées à un taux supérieur au taux du marché. Donc, et puis par ailleurs, comme vous le savez, la France fait partie de la zone euro, et donc la stabilité de la parité, plus précisément, entre le franc CFA et l'euro, on parle d'un ensemble qui est la zone euro et la zone du franc CFA. Oui. Mais la France n'est pas un élément spécifique de cette zone. C'est la France qui porte, c'est la France qui parraine, on va dire. La France, ce qu'elle fait, c'est qu'elle garantit la convertibilité en accueillant des réserves qu'elle rémunère à un prix supérieur au marché. Ça, c'est pour la technicité. Oui. Mais sur le fond, moi, tout ce qui peut aller dans l'élargissement de cette zone monétaire me paraît très positif, parce que cette zone monétaire, elle apporte de la stabilité, elle permet aussi des échanges régionaux, elle permet finalement ce que nous, on a mis tellement de temps à obtenir avec l'euro. Vous aviez déjà le franc CFA alors que nous n'avions pas l'euro. Nous, il a fallu des batailles, 20 années de bataille avant d'en arriver à l'euro. Avant, il y avait l'écu, avant, il y avait le serpent monétaire européen, toutes sortes d'aventures. L'éco aussi, ça met du temps. Hein. Ça a été repoussé 4 fois, ça date des années 70-80. Bon. Parce que c'est très compliqué. Mais vous ne partez pas de rien. Vous avez déjà le franc CFA qui vous offre cette stabilité. Alors, si on peut élargir, avoir une structure monétaire plus vaste, fort bien, parce que ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que vous aurez favorisé les échanges dans cet ensemble plus vaste, que vous aurez aussi ce qu'on appelle des critères de convergence, c'est-à-dire que concrètement, que les règles en matière de dette, de déficit public, d'inflation, eh bien, tous les pays auront partagé ces mêmes règles et satisferont les mêmes critères. Ce qui n'est pas évident, parce que vous avez dans cet ensemble, je dirais, des asymétries. Vous avez par exemple un pays qui représente peut-être 75%, je dirais, de l'ensemble. Le Nigeria. Voilà. Et vous avez des pays qui connaissent des difficultés fortes parce qu'ils sont soumis à un terrorisme élevé, dangereux pour leur stabilité. Donc si on arrive, malgré ces difficultés, à avancer sur ce projet, c'est très bien. Nous, on ne peut que s'en réjouir. Je crois que le président Ouagadougou avait déjà parlé plus généralement de la question du franc CFA en disant qu'il appartenait aux dirigeants africains de définir tous les paramètres de cette monnaie. Et un des paramètres, c'est évidemment aussi qui fait partie de cette union monétaire. Bon, pour l'instant, ils veulent garder le CFA. Et le problème, c'est qu'il y a des pays anglophones, notamment le Nigeria et le Ghana, qui ne veulent pas du franc CFA, et encore moins de relations avec la France dans la nouvelle monnaie. Donc on est dans une impasse. Je ne crois pas que ce soit ça le sujet, hein, si je puis me permettre. Je pense que, encore une fois, j'en reviens, je suis trop technique, sur les problématiques de dette, d'inflation et d'asymétrie des tailles des économies. Oui. Donc c'est ça le cœur de la difficulté, et ce qui explique, comme vous le disiez, que ça prend un petit peu de temps pour mettre en place cette monnaie unique. Très franchement, nous sommes passés par des tas d'expériences complexes et difficiles pour en arriver à l'euro. Il n'y a pas encore si longtemps,
au moins un parti politique voulait en France qu'on sorte de l'euro. Donc voilà, ce n'est pas, je dirais, un long fleuve tranquille, pour reprendre une formule. Donc la France n'a pas d'inquiétude à se faire si les pays de l'UEMOA décidaient de quitter le CFA et d'aller à ECO. Pour vous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'économie, en tout cas, et la stabilité. L'essentiel, vous savez, une monnaie, ce n'est pas simplement je dirais, un affichage politique. L'essentiel pour une monnaie, c'est quoi ? C'est la stabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, votre maison, sa valeur ne va pas être divisée par 2. Oui. Surtout qu'on va vers une monnaie flottante, alors que là, on a une monnaie à parité fixe. Ça veut dire que quand vous importez quelque chose, le prix ne va pas être multiplié par 2 le lendemain. Voilà. Ça veut dire que vous allez pouvoir partager avec vos voisins eh bien, des échanges. Donc ça, c'est des questions très concrètes, très pratiques. Et là aussi, je ne veux pas toujours ramener les questions à la France, mais nous avons expérimenté une hyperinflation, nous avons expérimenté toute une série d'évaluations qui ont causé beaucoup de tort à notre pays dans les années 70 et 80. Donc vous avez une union, vous avez de la stabilité. Donc après, tous les projets sont envisageables et sont possibles, mais évidemment, je pense que c'est important de garder cette idée d'unité et de stabilité. Alors, je vois transparaître dans vos propos une mise en garde voilée par rapport à la taille d'un pays comme le Nigeria, qui n'a pas la même puissance que les 8 pays de l'UEMOA réunis. Il n'y a aucune mise en garde. Moi, simplement, je regarde concrètement les chiffres. Vous savez, moi, je suis scientifique à l'origine, mathématicien, et voilà, donc j'aime bien regarder les chiffres. J'ai cru comprendre que vous disiez entre les lignes, faites attention quand même où vous mettez les pieds. Je ne dis pas du tout, ce n'est pas à moi de donner des conseils en la matière. Je pense que les uns et les autres se connaissent parfaitement et connaissent les difficultés de cet exercice que nous avons encore une fois éprouvé au sein de l'Union européenne. Vous imaginez bien que dans le cas de l'Union européenne, les pays ont des tailles très différentes. Et donc certains ont dû faire plus d'efforts que d'autres. C'est évident. Bien. Ne serait-ce que parce qu'aussi en Europe, les niveaux de développement économique, comme les niveaux d'inflation, le niveau de dette n'étaient pas du tout les mêmes. Alors, on va aborder le dernier point de cette émission, les aspects sécuritaires. Le président Macron en a parlé à Ouagadougou, il en a parlé aussi lors des vœux aux armées, que la France va encore rester dans la bande sahélo-saharienne. Alors, on va parler du G5 Sahel, qui a été mis sur pied avec donc 5 pays, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina et Tchad. Est-ce que c'est un échec aujourd'hui, non, le G5 Sahel? Non, ce n'est pas un échec. La situation est difficile. Personne ne le nie. La situation est difficile parce que l'argent promis n'arrive pas. Non, la situation est difficile, non pas parce que l'argent promis n'arrive pas. 300 millions sur les 400 millions demandés sont arrivés. Il y a eu 6 opérations dans le cadre du G5 Sahel. Et tout le monde reconnaît l'importance d'avoir des structures qui permettent à toutes ces armées de travailler ensemble. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'évidemment, la situation est très difficile dans le centre du Mali, elle est difficile aussi au Burkina Faso, et il y a eu des affrontements, il y a eu des attentats, il y a eu des prises d'otages, bien sûr. Pourtant, le Mali et le Niger, la Mauritanie et le Niger s'en sortent plutôt bien. Les pays sont plus ou moins stables, il y a moins de problèmes qu'au Tchad, au Burkina et au Mali. La difficulté, c'est d'avoir à la fois une approche, je dirais, sécuritaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement... Il y a le G5 Sahel, ça c'est très important. Initiative qui a été lancée notamment en juillet 2017 et à laquelle la France souscrit évidemment totalement. Il y a la MINUSMA. Oui. Je rappelle que le Sénégal, par exemple, joue un rôle très important au sein de la mission des Nations Unies au Mali. Donc il y a la MINUSMA, et puis enfin il y a l'opération militaire française qui s'appelle Barkhane, oui, où il y a à peu près 4000 hommes. Voilà. Donc c'est ensemble, ces 3 éléments, Barkhane, G5 Sahel et la MINUSMA, qui travaillent ensemble pour stabiliser le Mali. Alors ensuite, les situations sont différentes selon les États, parce que le problème n'est pas seulement sécuritaire. Il faut travailler aussi sur l'éducation, il faut travailler sur la construction de l'État, il faut travailler sur le développement. Voilà, et ça prend du temps. Ça prend plus de temps, évidemment, qu'on le souhaiterait. Mais c'est normal, c'est compliqué. Ça ne se fait pas comme ça en un clin d'œil. Et la situation se dégrade.
Mais je ne dis pas que la situation se soit améliorée, bien au contraire. Mais je dis simplement qu'il y a le temps du développement, le temps de la construction des États est un temps qui est plus long que le temps sécuritaire. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit tous mobilisés. Je crois qu'on est tous mobilisés. Vous avez vu, par exemple, il y a un certain nombre de pays qui, jusqu'à présent, n'intervenaient pas, n'étaient pas actifs dans cette zone, qui sont venus. Voilà, il faut poursuivre cet effort. Il faut aussi voir d'où l'on vient. On peut toujours, effectivement, considérer qu'on pourrait faire mieux, que la situation n'est pas celle qu'on souhaiterait. D'accord. Je rappelle quand même que c'était en 2013, je ne voudrais pas me tromper sur les dates, quand vous avez les djihadistes qui étaient en chemin. Oui, c'est en 2013. En chemin sur la route de Bamako. Oui. Donc, que serait-il arrivé si ils étaient arrivés à Bamako? Mais est-ce que la France n'est pas un peu seule? Donc, quand vous regardez la situation en Libye, en Syrie ou ailleurs, voilà, on a évité le pire. On a maintenu l'autorité malienne et la structure de l'État malien. Maintenant, bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut évidemment sécuriser, pacifier, mais aussi développer ces régions qui connaissent de graves difficultés. Et il faut le faire tous ensemble. Je n'ai pas l'impression que la France soit seule. Encore une fois, je rappelais, il y a le G5 Sahel, il y a la MINUSMA. Oui, mais on ne sent pas une dynamique. Oui, l'Union européenne, c'est quand même assez timide. Ça reste. Vous avez plusieurs pays qui, jusqu'à présent, n'avaient pas une grande tradition d'intervention à leurs frontières, qui ont décidé quand même de participer à cet effort. Donc c'est quand même pas négligeable. Je crois qu'il faut voir quand même d'où les gens viennent, quelles étaient leurs relations historiques avec cette région, quelle est leur tradition d'intervention militaire à l'étranger. Je trouve quand même que beaucoup d'efforts ont été faits. Alors vous me parlez des résultats, c'est vrai que moi je vous parle des efforts, mais il faut faire encore plus d'efforts et il faut continuer, il n'y a pas d'autre solution. On peut toujours le faire plus intelligemment, on peut toujours le faire avec encore plus de moyens. Bien sûr, mais... Certains pensent que la démarche adoptée au début, la démarche sécuritaire, n'était pas forcément la bonne. Il fallait la coupler avec le développement, avec le fait de travailler avec les communautés à la base. Ça n'a pas été fait. Bon, le tir a été rectifié avec le sommet de Nouakchott, etc. On s'est trompé un peu sur la démarche Non, mais vous dire qu'on avait les réponses à toutes les questions, non. Bien sûr qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont été faites, qui n'ont pas forcément été faites comme elles auraient dû l'être. C'est clair, c'est clair. Vous savez, on essaie d'apprendre de ses erreurs. Mais sur le volet développement, je crois que depuis maintenant un certain temps, on a tout à fait bien compris qu'il fallait faire de la sécurité et aussi du développement. Que ces villages, elles avaient besoin d'une école, elles avaient besoin de sécurité, elles avaient besoin d'eau, elles avaient besoin de santé. Et donc, il faut faire cet effort. Maintenant, vous savez, c'est un peu compliqué de mener des projets de développement dans un contexte où la sécurité n'est pas maîtrisée. Parce que ça veut dire que les gens que vous envoyez sur le terrain, vous exposez leur vie. Donc, vous voyez, c'est prospérité, enfin, en tout cas, développement et sécurité, il faut faire l'un et l'autre. Voilà. On ne peut pas faire que du développement, on ne peut pas faire que de la sécurité. Voilà. Et vu du Sénégal, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'on est dans un pays sûr par rapport à tout ce qui se passe dans la sous-région? Moi, je le crois profondément. Le Sénégal est un pays, comme je dis toujours, c'est un pays qui est sûr, qui est stable, qui est démocratique et qui est en forte croissance. Et cette sécurité, il le doit d'abord à ses institutions. Je pense que le fait d'être un pays éminemment démocratique et d'être démocratique depuis très longtemps, eh bien, ça contribue à la légitimité de l'État. Le fait d'avoir des institutions étatiques fortes, je pense bien sûr à l'éducation et à la santé, mais je parle aussi sur le terrain de la sécurité à la police, à la gendarmerie, à l'armée. Ça aussi, ça vous permet d'avoir des outils efficaces, professionnels sur le terrain. Pour ce qui est de la France, nous nous efforçons depuis très très longtemps d'appuyer ces efforts. Nous avons des coopérations vraiment très fortes avec la police, la gendarmerie, l'armée. Moi, je vais aller dans quelques jours participer à la cérémonie de fin de cycle de l'école des officiers de la gendarmerie. Je suis allé il y a quelques jours à Thiès
pour apporter des Epsilon, qui sont des petits avions d'entraînement à l'école de l'air. Nous avons, c'est le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, qui a lancé l'appui de la France à l'idée sénégalaise d'une école de cybersécurité, oui, pour lutter contre toutes les menaces en matière de cyber. Voilà quelques exemples très concrets de l'appui qu'on apporte au Sénégal. Alors, nous ne sommes pas les seuls, hein. Il y a beaucoup d'autres États qui apportent un appui, mais si on apporte cet appui, c'est parce qu'on a des interlocuteurs qui sont extrêmement professionnels et fiables, et je pense que ça, c'est un élément essentiel de votre sécurité. Alors après, vous avez aussi une structure sociale, c'est important, qui fait que, voilà, les Sénégalais sont en paix avec eux-mêmes. Et c'est très important, parce qu'il n'y a pas que... Voilà, de même manière qu'il n'y a pas que l'appareil sécuritaire qui compte, il y a aussi l'État, il y a aussi le sentiment national, et il y a aussi le vivre ensemble. Alors, on a quelques risques sur le narcotrafic. Vous avez sans doute eu écho des prises au port de Dakar par la douane. Il y a aussi des risques liés peut-être à des tentatives de déstabilisation par rapport au pétrole et au gaz. C'est des menaces quand même sérieuses. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'est exempt de risques. Personne. La plupart des États de la planète ont connu des menaces extrêmement sérieuses. Donc on ne peut pas être dans le prédictif. On ne peut pas dire jamais. Non. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de prévenir et faire en sorte que les menaces, si elles existent, elles ne restent que ponctuelles. Qu'il n'y ait pas un réseau, qu'il n'y ait pas un tissu, qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit permanent et qui viendrait fracturer les sociétés. Bon. Ici, encore une fois, je ne vois rien de tel. Qu'il y ait des menaces, vous avez parlé effectivement de trafic de stupéfiants, on aurait pu parler aussi de tous les trafics qui sont liés au trafic de migrants. D'êtres humains, oui. Et je suis très heureux que le Sénégal ait mis en place une division nationale de la lutte contre les trafics de migrants. Je pense que c'est important de voir que ces trafics de migrants sont souvent liés à la criminalité, à la violence, à l'exploitation humaine. C'est très important. Donc il y a des risques, évidemment. Bien sûr que vous êtes dans un environnement qui est un environnement, le moins qu'on en puisse dire, qui est, pour utiliser une formule diplomatique, puisque nous sommes dans la valise diplomatique, c'est un environnement complexe, oui. C'est un environnement délicat, sensible, mais en même temps, ce n'est pas un hasard si le Sénégal, tout au long de son histoire, est un pays qui n'a pas connu de coup d'État, qui n'a pas connu de guerre civile, qui n'a pas connu de conflit avec ses voisins, qui n'a pas connu d'attentats. Ce n'est pas un hasard, parce que justement, il y a ces facteurs structurels, ce sentiment national, cette coexistence, la force de l'État, la force des institutions étatiques, la légitimité de l'action publique. Et puis, beaucoup de partenaires, beaucoup de pays aident le Sénégal, lui apportent de l'expertise, des conseils. Nous, on fait des formations, on envoie des équipements. Je pense que c'est aussi très utile. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne, c'est vraiment le dernier point. Vous êtes aussi ambassadeur de France en Gambie. Absolument. Où, depuis le départ du président Yahya Jammeh, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, notamment par rapport à la justice, pour faire un tout petit peu le point sur les différents cas de crimes qui ont été commis sur des citoyens gambiens. Donc il y a une commission qui a été installée, qui est en train de travailler. Quelle est votre lecture, votre analyse de la situation aujourd'hui en Gambie depuis le départ du président Jammeh? D'abord, je crois qu'on ne l'a jamais souligné suffisamment. On le souligne peut-être au Sénégal, mais c'est une révolution démocratique. On est passé, en l'espace de quelques semaines, de la dictature un peu folle et fantasque, il faut le dire, de Jammeh, à une démocratie. Et cela sans la moindre victime. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et je dois dire que la France s'enorgueillit d'avoir compris ce changement dès le début. Et le président Barrow, que je connais bien, me le dit à chaque fois, d'avoir dès le début, alors qu'il n'était que président élu, mais pas président en fonction, avoir accueilli Adama Barrow au sommet Afrique-France à Bamako, de l'avoir invité en France pour une visite d'État en mars 2017. Il n'avait pris le pouvoir que depuis un mois, une visite où il a rencontré tout le monde. Et depuis, dans un pays qui n'a pas de relation historique avec la France, qui est un pays anglophone, eh bien, nous avons pris beaucoup de mesures pour soutenir la Gambie. Parce que je pense qu'il est essentiel que cette démocratie toute jeune soit un vrai succès. Et un vrai succès, ça veut dire que la sécurité soit assurée, que la prospérité soit assurée.
Et pour cela, nous avons décidé de faire la Gambie un des 19 pays prioritaires de notre aide publique au développement. Nous avons rouvert notre antenne diplomatique. Nous avons soutenu cette justice dont vous parliez. Nous avons nommé un conseiller militaire pour aider à la réforme des services de sécurité. Nous avons repris les escales militaires. Nous avons, par exemple, dans le domaine de l'éducation, qui est essentiel, ouvert une nouvelle école française. Et nous avons, je viens de le faire il y a quelques semaines avec la ministre de l'Éducation gambienne, nous avons lancé un grand programme de formation français. Parce que ce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, et j'en suis très heureux, c'est que la Gambie a aussi fait ce choix d'adhérer à l'Organisation internationale de la francophonie. Parce qu'elle est à la fois dans le Commonwealth et dans la francophonie, parce qu'elle est dans un environnement francophone, elle a compris, cette Gambie nouvelle, moderne, démocratique, qu'il fallait qu'elle soit pleinement intégrée à la région et que la maîtrise du français était aussi un outil qui favoriserait son développement régional. Est-ce que la France peut aider à ce que Yahya Jammeh soit traduit en justice en Gambie ou à la CPI ? Nous sommes évidemment pour que la justice soit faite, mais il appartient aux autorités gambiennes de décider ce qu'elles souhaitent. Moi, ce que je constate, c'est que, pour en avoir beaucoup discuté avec le ministre de la Justice gambien, qui est un ami, ils ont une approche qui est très intelligente, parce qu'il y a à la fois la justice individuelle, juger les responsables, mais il y a aussi une démarche qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est amener tous ceux qui ont été plus ou moins complices de cette dictature à reconnaître les faits et ensuite inviter les familles des victimes aussi à participer à l'exercice. Certaines familles sont prêtes à pardonner dès lors que la vérité est dite. Il y a un besoin, vous voyez, de sortir du silence, de cette omerta. Il y a besoin que les choses soient dites et que la famille de la victime puisse voir dans les yeux les bourreaux. Et c'est très important cet exercice. Donc ce n'est pas la justice classique, habituelle. C'est un exercice beaucoup plus large. Dans un pays comme la Gambie, qui est un pays de 2 millions d'habitants, où finalement chacun se connaît, c'est très important que les gens puissent se regarder droit dans les yeux, puissent ensuite se regarder dans la rue, en sachant ce que chacun a fait et que les vérités soient dites. Et ensuite, on pourra passer à la phase de la justice. Mais je trouve que ce processus est très, très intéressant. Et tout ça, il se fait en plus à la télévision, tous les Gambiens. Alors, on peut regarder les matchs de foot, et j'espère que le Sénégal va gagner cet après-midi contre le Bénin. Mais on peut aussi, et c'est ce que font les Gambiens, regarder aussi ces séances où, droit dans les yeux, les bourreaux et les victimes se parlent. Ou ne se parlent pas, parfois ça ne marche pas. Mais en tout cas, il y a cet effort, j'allais dire, de catharsis collective qui se fait et qui est très, très important. Très bien. C'est sur cette note de justice et de réconciliation que s'achève cette interview dans le cadre de la valise diplomatique. Merci, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Peut-être qu'on ne se reverra pas, en tout cas pas en tant qu'ambassadeur. J'aimerais vous voir très vite, puisque demain, vous savez, c'est le 11 juillet. Nous faisons cet grand événement, la fête nationale. Le 14 juillet, on le fait le 11 juillet à la résidence de France. Ce sont les valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité que nous allons défendre. Et puis le 13 juillet, il y aura un grand événement au lycée Mermoz, un grand bal populaire, belle fête avec un feu d'artifice. Et puis ensuite, le 14 juillet, lui-même, nous aurons cette belle cérémonie chez les éléments français au Sénégal, ces militaires français qui se dévouent pour coopérer avec 14 pays de la région et que je veux ici saluer. Merci beaucoup, monsieur Christophe Bigot, ambassadeur de la République française au Sénégal. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour un autre numéro de la valise diplomatique. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.